Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Et à la une de l'actualité ce soir, ils se sont dit oui à Montpellier. Vincent et Bruno sont les premiers mariés homosexuels de France. Un mariage volontairement médiatisé en présence de la ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. Quelques opposants ont voulu perturber la cérémonie qui s'est finalement déroulée sans encombre. François Hollande refuse le rappel à l'ordre de Bruxelles. La Commission européenne demande à la France de tenir ses engagements en matière de déficit public et de réforme des retraites. La Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire, rétorque le chef de l'État. En déplacement à Rodez, il a visité une usine Bosch qui vient de signer un accord compétitivité-emploi. On en parle avec notre invitée ce soir, l'ancienne ministre des Affaires européennes et députée socialiste de Seine-Saint-Denis, Elisabeth Guigou. Veillée d'armes au Sénat avant l'examen de la réforme de la décentralisation. Le texte donnant naissance aux métropoles arrive demain matin en séance. La partie s'annonce rude pour le gouvernement, les sénateurs ayant complètement réécrit un texte jugé illisible et affaiblissant les collectivités territoriales. Bonsoir à tous. Le gouvernement dit sa fierté après la célébration du premier mariage homosexuel à Montpellier. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, a assisté à titre privé à l'union de Vincent Autain et de Bruno Boileau. Elle insiste ce soir sur la dimension symbolique de cette union ultra médiatisée. Cécile Sixou. Donc, un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. Ils se sont dit oui devant des centaines de témoins, journalistes mais aussi personnalités politiques comme Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, ou encore Jean-Pierre Michel, le rapporteur du texte au Sénat. J'ai été invité et donc j'y vais comme rapporteur de la loi parce que je trouve que c'est quand même un jour assez historique. Je suis invité à d'autres mariages, y compris dans mon département, qui est un département, on peut dire rural, pendant l'été notamment. Et je pense que petit à petit, ça rentrera dans les mœurs. Pour le mariage le plus médiatique de l'année, tout a été passé au peigne fin à la mairie. Question de symbole, à quelques mois des municipales, Montpellier voulait être la première ville à célébrer cette union historique et comptait même sortir le grand jeu, retransmettre la cérémonie sur écran géant ou encore préparer un vin d'honneur à la sortie. Mais face aux critiques et au risque d'incidents des anti-mariages gays, les festivités ont été annulées. Pas question des carnets d'images de la ville sous le regard des caméras du monde entier. Des caméras que les jeunes mariés n'ont pas prévu d'inviter à leur voyage de noces au Brésil. François Hollande durcit le ton face à la pression de Bruxelles pour plus de réformes et d'assainissement des comptes publics. En déplacement à Rodez, le chef de l'État a estimé que la Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Ce matin, la Commission des finances du Sénat auditionnait Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui lui aussi pousse à des réformes ambitieuses. Jérôme Rabier. L'économie française est dans l'œil du cyclone. Après la Cour des comptes et la Banque de France hier, place aujourd'hui à la Commission européenne et elle demande à la France des efforts substantiels pour réduire son déficit. Si la Commission confirme le délai de 2 années supplémentaires pour repasser sous la barre des 3% du PIB, elle demande en contrepartie une réforme des retraites avant la fin de l'année, la mise en œuvre d'une réforme du marché du travail ou encore l'ouverture de professions réglementées comme les taxis ou les notaires. Jean-Marc Ayrault ne peut qu'acquiescer, même s'il y met des nuances. Il n'y a pas de surprise. Je crois que nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé. Et donc la France va respecter ses engagements, ce qui implique un certain nombre de réformes que nous ferons à notre manière. Plus tôt dans la journée, Didier Migaud était venu présenter son évaluation des comptes de l'État pour l'an dernier. Et s'il note des efforts dans la maîtrise des comptes publics, ses préconisations ressemblent à s'y méprendre à celles de Bruxelles. Nous constatons effectivement un effort de maîtrise de la dépense selon la technique du rabot, mais nous disons que cette technique-là a ses limites. Donc nous invitons les pouvoirs publics à prendre des mesures plus structurelles. Opposition et majorité semblent d'accord. À force de se l'entendre dire, les parlementaires promettent une mobilisation générale sur la maîtrise du budget.
Dans l'affaire Tapie, la mise en examen ce soir du juge Pierre Estou pour escroquerie en bande organisée. Pierre Estou fait partie des 3 juges du tribunal arbitral qui a tranché en faveur de Bernard Tapie dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais, décidant ainsi de verser 403 millions d'euros à l'ancien homme d'affaires. Les explications de Véronique Pagnon. Depuis plusieurs mois, le juge Estou est regardé de près. Pierre Estou est soupçonné d'avoir arbitré en faveur de Bernard Tapie dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais. C'était un proche de l'avocat de l'homme d'affaires, Maurice Lantourne, placé en garde à vue lundi. Les 2 hommes avaient à 3 reprises mené des arbitrages communs avant de se retrouver dans l'affaire Tapie. Les perquisitions effectuées au domicile de plusieurs protagonistes ont révélé un cercle plutôt serré de connaissances. Un des indices les plus précieux pour les enquêteurs de la brigade financière, c'est un livre retrouvé au domicile du juge Estou. Un livre dédicacé par Bernard Tapie qui montre que les 2 hommes se connaissaient depuis les années 90. Bernard Tapie gratifie dans sa dédicace le juge de son infinie reconnaissance et de son affection. Le juge Estou, ancien président de la cour d'appel de Versailles à 86 ans, il est depuis ce soir sous le coup d'une mise en examen après avoir été en garde à vue médicalisé à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. L'avocat Bernard Lantourne est lui sorti de garde à vue la nuit dernière. Le Sénat vient de donner son feu vert au projet de loi Duflot qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer la construction de logements. Objectif de ce texte, accélérer la délivrance de permis de construire, faciliter la transformation de bureaux en habitation ou encore permettre la surélévation de certains bâtiments pour créer des logements. En revanche, la partie s'annonce moins facile demain pour le gouvernement au Sénat sur la question de la décentralisation. Le premier volet du projet de loi concerne la création de métropoles. Elles devront rendre les grandes villes encore plus autonomes et attractives. Une réforme loin de faire l'unanimité, aussi bien à droite qu'à gauche et qui inquiète les élus locaux. Reportage à Villeurbanne dans le Rhône, Cécile Sixou. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour. Tout se passe bien, pas de soucis particuliers à nous signaler? Ça va aujourd'hui? Patrouille de routine dans les rues de Villeurbanne. Ici, agents municipaux et commerçants se connaissent bien. Une proximité essentielle pour le chef de la police. Alors, que va changer la métropolisation? Il s'interroge. La police municipale est quand même une police de proximité et on est quand même proche des habitants. Donc il ne faudrait pas que la mise en place de cette métropole nous éloigne de la population villeurbanaise. Police, petite enfance, retraite, culture, la nouvelle métropole va réorganiser la gestion de ses compétences. Des changements qui inquiètent Jean-Paul Brett, le maire de la ville. Quand quelque chose ne va pas dans une commune, c'est le maire qu'on va voir, c'est pas le président du Grand Lyon ou de la métropole, c'est comme ça. Et pour que le maire puisse dire quelque chose, il faut quand même qu'il garde une capacité d'agir. S'il est sous-tutélisé, disons, parce que ça existe, par un président de métropole, je veux dire, il perd sa capacité d'agir. Qui va faire quoi? Rien n'est encore tranché. Mais pour Éric Grignard, le chef des services de la ville, ce partage des compétences risque d'être compliqué. Ça se joue entre les maires, les 58 maires de la métropole et le président de la communauté urbaine. Après, il faut bien dire, il y a une certaine hétérogénéité entre les villes qui composent la métropole. Et dès lors, les principes d'action qui pourront être trouvés, qui pourront être satisfaisants pour une commune, ne le seront pas forcément pour une autre. Pour porter la cause de Villeurbanne au Parlement, Jean-Paul Brett a une alliée de poids, Pascale Cresson. La députée du Rhône est également membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle pourra défendre la voix des petites communes. Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis et présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, est notre invitée ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez auditionné cet après-midi Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, sur la question syrienne. On sait que les présomptions sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad sont de plus en plus pressantes. Est-ce que vous avez de nouvelles informations sur ce sujet ce soir ? Non, je pense que nous en aurons dans les prochains jours. Le ministre a confirmé que des présomptions existaient, qu'il avait reçu d'ailleurs de la part de la directrice du Monde des prélèvements qui avaient été effectués par les journalistes qui se sont rendus sur place et auxquels le Quai d'Orsay a facilité évidemment le passage. Et que ces échantillons étaient analysés en ce moment par nos services
et que dès que les résultats seraient connus, ils seraient publiés. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des présomptions ou des soupçons, il faut avoir des preuves. Ouais. Car évidemment, les conséquences à tirer sont graves. Quelles seraient-elles, ces conséquences? On sait que le Royaume-Uni a informé l'ONU de nouveaux cas présumés aussi d'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien. Oui, mais vous connaissez la position qui a été exprimée c'est-à-dire qu'il ne pourra pas ne pas y avoir de réaction, de réplique. Bon. Quel type de réplique, ça reste à définir par les diplomaties et les chefs de gouvernement. Mais c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des preuves absolument formelles qui soient contestées, qui ne soient pas contestées et pas contestables. Donc voilà, alors nous en sommes là. Il y aura donc publication, le ministre nous a dit que c'était une question de jour. Cet après-midi, nous avons reçu aussi la commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme en Syrie, qui doit publier son rapport mardi prochain, le 4 juin, dans lequel aussi ils donneront des indications sur les informations qu'ils ont pu avoir et sur leur analyse de la situation, qui est... Quelle est leur analyse, puisqu'on évoque cette question des armes chimiques, mais pas seulement, sur cette question des violations des droits de l'homme. Que vous ont-ils dit les membres de la commission d'enquête que vous avez reçue cet après-midi? Le président, M. Pillero, nous a dit que ce rapport, qui est le 5e, parce que le précédent date du mois de février, donc c'est récent quand même, ce 5e rapport faisait une analyse terrifiante de la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a cessé d'y avoir une aggravation de la situation humanitaire au sens large. Des 17 millions de personnes qui vivent encore en Syrie, parmi lesquelles beaucoup sont déplacés. Non seulement on a presque 100 000 morts, mais en plus, il y a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas soignées, d'autres qui sont torturées, d'autres qui sont violentées. Il y a des violences sur les femmes, sur les enfants, donc... Il faut s'attendre à un rapport, oui, terrifiant. Quelle est votre analyse de la levée de l'embargo par l'Union européenne, en fait, sur les armes à destination de l'opposition syrienne? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'elle vient à temps? Alors, il fallait prendre une décision parce que la décision des sanctions arrivait à expiration. Et la question de l'embargo est liée à celle des sanctions. Donc, la décision qu'a prise l'Union européenne, enfin les pays membres de l'Union européenne, c'est d'abord de reconduire les sanctions, qui est une bonne chose vis-à-vis du régime, et d'autre part, de se donner la possibilité de lever l'embargo sur certains types d'armes. Actuellement, il y a des armes qui sont livrées, mais ce sont des armes non létales par conséquent de passer éventuellement à autre chose. Mais je crois que les Européens ont été sages en disant nous prendrons cette décision à partir du 1er août, car nous voulons laisser toutes ces chances à la réunion de Genève, qui est prévue pour être à Genève, Genève 2, puisqu'il y en a déjà eu une l'année dernière. Cette réunion est en train, espérons-le, de se constituer. Pour qu'elle se tienne, il faut évidemment qu'il y ait un accord des parties en présence, c'est-à-dire de représentants du régime et de représentants de l'opposition, pour qu'ils puissent discuter ensemble d'une transition, d'un système de transition en Syrie. C'est un risque quand même d'armer l'opposition syrienne quand on sait que les frères musulmans sont présents dans cette opposition syrienne. Non, mais justement, la question est de toute façon, encore une fois, c'est une faculté, c'est une possibilité. Est-ce qu'elle sera suivie de livraison d'armes? Nous ne savons pas encore. La deuxième chose, c'est qu'il faut il faut qu'il y ait des garanties pour que cette faculté existe. Que les armes qui sont livrées vont dans les mains qui sont des forces démocratiques. Or, ce que nous a dit les représentants de la commission de l'ONU, c'est que, de leur point de vue, au sein de l'opposition syrienne, les représentants démocratiques, ceux du début qui ont fait la révolution, sont maintenant minoritaires. Évidemment, ça c'est une information extrêmement inquiétante. Et donc, il faut prendre énormément de précautions, voir si c'est possible d'ailleurs d'avoir des garanties. Nous n'en savons rien pour l'instant. Et donc voilà, ce qui explique la prudence des Européens. Je crois qu'elle est fondée. Et en plus, cette question de livraison d'armes, elle n'a d'intérêt que dans la mesure où elle est susceptible de favoriser un rééquilibrage de la situation militaire sur le terrain
pour aboutir à une solution politique, parce que la guerre est jamais une solution. Il faut aboutir à une solution politique qui fasse en sorte que des représentants du régime actuel et des représentants de l'opposition s'entendent sur une autre organisation des pouvoirs. On va passer à un autre sujet que vous connaissez très bien également. Vous avez été ministre des Affaires européennes, car la Commission européenne accroît aujourd'hui la pression sur la France et demande un assainissement rapide des finances publiques. La France doit ramener son déficit à 3,6% du PIB en 2014 et 2,8% en 2015, mais aussi engager dès cette année une réforme des retraites. François Hollande a dit cet après-midi que la Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Pourtant, est-ce que la France a encore une marge de manœuvre? Mais c'est-à-dire que le gouvernement a engagé cette réforme des retraites à de multiples reprises. Le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale que cette réforme des retraites, qui est déjà d'ailleurs discutée entre partenaires sociaux, commencerait à être mise en œuvre avant la fin de l'année. Donc il n'y a pas d'injonction qui aille au-delà de ce que le gouvernement et le président se sont engagés à faire. Et ce que le président a voulu dire, je pense, c'est que Bruxelles ou pas, de toute façon, ce sont des réformes que nous faisons pour nous-mêmes. Parce que c'est notre intérêt de les faire pour préserver notre système de retraite par répartition. Voilà, alors, la France pourra tenir ses engagements de ramener son déficit Bien entendu, oui. Ça c'est important. Il y a des échéances qui sont fixées dans 2 ans. Naturellement, ça dépend aussi de la reprise de la croissance, parce qu'une chose, et il faut le faire, de limiter les dépenses, de les contrôler, de limiter les déficits par de nouvelles mesures, par exemple sur les retraites ou sur le déficit de la branche famille. Ce qui est important, c'est de laisser aussi, sur ces questions sociales, du système social, que les partenaires sociaux, laisser une chance aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. S'ils ne le font pas, là, le gouvernement demande au Parlement de légiférer, mais voilà. Alors je crois qu'il faut respecter ces procédures. Elles sont en cours. Tout ce que la Commission demande est en cours. La réforme du marché du travail, la réforme des retraites, la nécessité de maîtriser les déficits. Donc moi j'ai plutôt bon espoir, mais il faut aussi qu'il y ait des mesures européennes de soutien de la croissance, car si nous n'avons pas de croissance... Demain, il y a une conférence de presse commune de François Hollande et d'Angela Merkel sur le thème de l'emploi et de la croissance. Vous vous réjouissez finalement que le moteur franco-allemand reprenne un peu du service? Naturellement. Moi, j'étais très heureuse de la conférence de presse du président de la République parce qu'il a annoncé 4 initiatives. Une initiative européenne en 4 éléments. Je crois que c'est très important. C'est d'ailleurs très bien accueilli par nos partenaires allemands. Vous savez, le couple franco-allemand, on a raison de parler de couple, parce que quelquefois c'est critiqué, mais c'est indispensable, l'entente franco-allemande, pour faire avancer l'Europe. S'il n'y a pas d'entente franco-allemande, quelles que soient les différences, et nous avons des différences, quelquefois des divergences, il vaut mieux les affronter et puis essayer de dépasser ça ensemble. Ce matin, nous avons commencé notre journée d'ailleurs par un petit déjeuner avec ambassadeur d'Allemagne en France. Et nous avons abordé toutes sortes de problèmes qui se posent entre nous, mais avec cette volonté entre Français et Allemands de continuer à faire avancer l'Europe. Alors c'est un couple qui a des hauts et des bas, qui quelquefois est tenté d'aller regarder ailleurs, quelquefois on a l'impression d'un mariage d'amour, d'autres fois d'un mariage de raison. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les Français et les Allemands continuent à travailler ensemble. Alors la chancelière vient demain. Le président de la République va aller à Berlin le 3 juillet. Vous avez vu qu'hier, il y a cette initiative commune très importante en raison du principal fléau que nous avons affronté, le chômage des jeunes, 25%. L'Erasmus de l'alternance. Voilà. Et donc là, les ministres des Finances, les ministres des Affaires sociales des 2 pays ont pris des initiatives ensemble pour faire en sorte que tous les jeunes puissent se voir proposer une formation, notamment une formation, des formations en alternance pour que les jeunes apprennent un métier. Donc tout ça avec des fonds quand même, 6 milliards d'euros qui sont dégagés déjà et qui devront être consacrés à cette cause. Très rapidement, il y a quand même une prise de conscience. Elisabeth Guigou, et cette fois c'est à l'ancienne garde des Sceaux que je m'adresse. Est-ce qu'il y aura un congrès de Versailles pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature? Bien, j'espère, en tout cas. Vous savez que c'est une réforme que moi j'ai conduite il y a maintenant 13 ans. À l'époque, il y avait eu un accord des 2, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut les 3/5 pour que cette réforme soit validée. Et puis le Congrès n'a pas été convoqué. J'espère qu'il pourra l'être cette fois-ci.
J'ai quand même plutôt bon espoir parce que, vous savez, depuis 15 ans qu'on pose ce problème, les esprits ont mûri. Il y a eu une réforme d'ailleurs en 2008 qui a fait quelques avancées, mais maintenant il faut aller au bout et il faut la terminer. Pourquoi ? Cette réforme du CSM, ça peut paraître technique, mais il s'agit de quoi ? Il s'agit de garantir l'impartialité des magistrats. Et ça, chaque citoyen est intéressé pour pas, selon comme dit la fable, être jugé différemment selon qu'on est puissant ou misérable. L'impartialité des magistrats, la garantie de cette impartialité, c'est leur indépendance, qu'ils puissent pas avoir de pression du pouvoir politique. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, jusqu'à présent... Alors on verra effectivement eh bien, si cette réforme va à son terme. Merci Elisabeth Guigou, mais vous restez avec nous pour la chronique de Caroline Deschamps, c'est le Net d'Info, car le premier mariage homosexuel a donc été célébré cet après-midi à Montpellier, en présence de la ministre et porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. Un mariage ultra médiatisé, comme l'ont souhaité les mariés, Bruno et Vincent. Le mariage pouvait même être suivi en direct sur Internet. Et c'est une première, comme va nous l'expliquer Caroline, bonsoir, qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors Caroline, eh bien, ça a fait le buzz sur Internet toute la journée, ce premier mariage gay. Oui, les mariés de l'an 1, les plus commentés, les plus live-tweetés. Un mariage résolument 2.0. La cérémonie a tout d'abord été retransmise en direct live sur le site de la mairie de Montpellier. Les futurs époux avaient aussi ce matin ouvert le bal avec une tribune dans le Huffington Post dans laquelle ils expriment, je cite, la joie immense de pouvoir célébrer leur amour tout en soulignant les nombreux combats à mener encore dans la lutte contre l'homophobie. Alors tout l'après-midi sur le web, ce fut vraiment le mariage pour tous puisque l'on a pu suivre minute par minute l'avancée des préparatifs, la photo des parents, la photo des fauteuils des mariés, l'arrivée des invités jusqu'au fameux oui. Un mariage qui a suscité tellement de gazouillis que le hashtag, le mot-clé sur Twitter, s'est retrouvé en tendance monde. Alors il faut dire qu'à l'étranger, on suivait aussi de près ce moment historique. Le fondateur de Virgin, Richard Branson, se fend d'un tweet, je cite, « Malgré l'homophobie écœurante de certaines personnes, le gouvernement français est resté fort et a adopté la loi sur le mariage gay. Félicitations au premier couple marié. » À noter également la réaction de Franck Riester, le seul député UMP qui a voté pour le mariage gay. Il écrit « Beaucoup d'émotions cet après-midi, vive les mariés ». La sénatrice et porte-parole du PS, Laurence Rossignol, fidèle à son esprit caustique, tweet, je cite, « La relance économique par le mariage, traiteur, Limoges, confection, coiffeur, les prévisionnistes ne l'avaient pas vu venir, trop fort ». Et alors, il y a quand même des réactions négatives. Alors, il y a de nombreux, bien sûr, il y a de nombreux tweetos qui ont raillé le message lu par la maire de Montpellier à l'issue du mariage, car le mail est signé Jack Lang. Jamais le dernier pour faire de la récup. Il fait lire un mail adressé aux mariés par Hélène Mandroux, écrit ironique Thibaut Pézna. Du côté des opposants, silence radio sur Twitter de la manif pour tous sur le jour J. Le député UMP Philippe Gosselin critique, lui, la mise en scène du mariage. Il écrit, je cite, « Théâtralisation, récupération qui attise les passions, qui fait la ministre indécent ». Alors Christine Boutin, quant à elle, tweet et fait dans la rumeur. Il semblerait que les futurs mariés aient déjà une petite fille par GPA, ce qui lui vaut une nouvelle volée de bois vert sur le web. Il faut dire que depuis un moment, elle les cumule, Christine Boutin. Il y a 2 jours, elle déclarait sans rire que nous étions envahis de gays, ce qui lui a valu les colibets sur le net. Hier, elle était prise à partie chez nos confrères de LCPAN par un pro-mariage gay qui rappelait qu'elle était mariée à son cousin. Elle menace alors de poursuivre en diffamation les internautes qui se gaussent. Bête noire de Twitter, Christine Boutin devrait peut-être gazouiller avec un peu moins d'entrain pour éviter la prochaine fausse note. Merci beaucoup Caroline. Une réaction, Elisabeth Guigou, on sait que vous avez évolué sur cette question du mariage pour les personnes de même sexe. Ce soir, maintenant, la page est tournée. Vous saluez cette réforme sociétale ? Je l'ai votée, oui. Donc forcément, je suis heureuse de voir ils étaient heureux. Voilà. Les familles, les mariés étaient heureux, les parents étaient heureux, leurs amis aussi. Sur la présence de Najat Vallaud-Belkacem, c'était la présence d'une ministre à cette union ? Elle est venue, je crois, à titre personnel, avec ses moyens personnels, voilà, pour aussi montrer que le gouvernement
approuve évidemment. Et voilà, non, je pense que ça s'est fait sans fausse note, tant mieux. Merci beaucoup Elisabeth Guigou d'avoir été l'invitée du 22h. Merci beaucoup Caroline. Et voyons à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info préparé ce soir par Sophie Normand. C'est ici à la Verrière dans les Yvelines que l'agresseur de la Défense a été arrêté tôt ce matin. Alexandre, 22 ans, islamiste récemment converti, est passé aux aveux. Guerre musulmane, avant de commettre l'attaque à 17h54. Musulman depuis sa majorité, le jeune homme avait été signalé en février par un service de renseignement comme se radicalisant. Autre succès pour Manuel Valls, l'arrestation de Redouane Faïd tôt ce matin en Seine-et-Marne. Le célèbre braqueur s'était évadé de la prison de Sequedin il y a 1 mois et demi. Le PS et le FN se sont-ils entendus dans le Vaucluse lors des législatives de 2012? Le magazine L'Express évoque un échange de bons procédés. Il aurait consisté dans le maintien de la candidate socialiste dans la circonscription de Marion Maréchal Le Pen, contre le maintien de la candidate FN dans la circonscription voisine, où le candidat socialiste avait besoin de la présence du FN au second tour pour l'emporter face à l'UMP. Le PS et le FN démentent toute entente. La thèse est cependant confirmée par un membre du PS local. L'immunité parlementaire de Jean Germain ne sera pas levée. Le bureau du Sénat rejette la demande du juge d'instruction. La justice souhaite entendre le sénateur maire socialiste de Tours dans une affaire de détournement présumé de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Une demande qui aurait pu conduire à un placement en garde à vue du sénateur ainsi qu'à un placement sous contrôle judiciaire. Mais le bureau du Sénat a considéré que cette requête n'était pas suffisamment motivée. On termine avec le dessin du jour, celui de Cabu dans le Canard enchaîné. Cabu revient sur l'UMP et sa récupération politique de la manif pour tous. Un papa, une maman et des électeurs en vue. Comme tous les mercredis, c'est le club des éditorialistes et avec nous ce soir, Carole Barjon. Bonsoir, vous êtes rédactrice en chef adjointe au Nouvel Observateur. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, bonsoir. Nous avons également sur ce plateau notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. On va commencer par commenter l'image du jour, le premier mariage gay célébré à Montpellier. François Dorcival, est-ce qu'ils ont eu raison, Vincent et Bruno, de médiatiser leur mariage? Ah mais je ne sais pas si eux le voulaient, je le crois en réalité qu'ils le voulaient parce qu'ils sont des militants du mariage gay et que c'est ce qu'ils souhaitaient. Ce qu'ils ont fait en plus, c'est que c'est devenu quand même une grande organisation médiatique et ça je crois que c'est plutôt la maire de Montpellier qui l'a souhaité et qui d'une certaine façon commençait ainsi, d'une manière grande fête, sa campagne électorale. Inutile de dire que sa campagne électorale va notamment porter sur ce sujet et que, évidemment, elle a pris ses responsabilités. Carole Barjon, c'était une opération électorale d'Hélène Mandroux en vue des municipales pour 2014, cette médiatisation du premier mariage gay en France? Certainement un peu, mais pas seulement. Moi, je crois que c'était aussi une manière de répondre, évidemment, à la manifestation de dimanche dernier. Qui a eu lieu commencer alors que la loi était déjà votée. Donc je pense que c'est une manière aussi pour la gauche, voilà, de... La page est tournée, c'est ça, la réforme sociétale est oui, votée. enfin, c'est pas, je trouve qu'il y avait un petit côté, c'est pas seulement la page est tournée, c'est on vous le met en face et effectivement de façon très médiatisée pour que une fois pour toutes vous l'acceptiez. Je pense que c'était un peu le sens de cette médiatisation. François Dorcival. Avec une remarque supplémentaire, donc Najat Vallaud-Belkacem était là-bas, elle l'avait prévu de longue date, elle l'avait annoncé, mais la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, elle y a renoncé. Donc on voit bien qu'il y avait un côté militant évident dans tout cela. Cela dit, le gouvernement, aujourd'hui, tâche de jouer l'apaisement. C'est-à-dire, effectivement, essayons de tourner la page. Ce n'est pas pour autant que la page soit tournée. Carole Barjon, quelle analyse faites-vous de la présence à la fois de Najat Vallaud-Belkacem et de l'absence de oui, Madame je pense que Carlotti? s'il n'y avait pas eu cette volonté de dire, ben voilà, vous avez voulu manifester, mais voilà, on vous le montre en pleine figure, et c'est comme ça, et vous n'y changerez rien, et voilà, il n'y aurait pas, je pense qu'à ce moment-là, peut-être le gouvernement ou le président de la République aurait demandé à Najat Vallaud-Belkacem de ne pas y être. Or, elle y est, et même si c'est à titre personnel,
elle est quand même porte-parole du gouvernement. Oui, donc elle avait sa place quand même. Écoutez, oui, à partir du moment où maintenant où c'est légal, je dis pas. Les parlementaires étaient présents aussi, on a vu dans le reportage de Jean-Pierre Michel qui était le rapporteur. Je pense qu'il y avait une volonté de communication là-dedans. C'était une volonté de communication. Oui, c'est pas une affaire de. Sauf un mariage privé. Avoir sa place ou pas sa place. C'était, je pense qu'il y avait un message qu'on voulait faire passer. Alors, une opération de communication réussie ce soir pour le chef de l'État. Oui, apparemment, oui. Écoutez, oui, puisque votre chroniqueuse le disait sur Twitter, il y a un effet monde. Oui, moi je pense que c'est assez réussi. Ça n'empêche pas que François Hollande doit faire attention, parce que même s'il est parvenu à son objectif et que cette loi est votée, va s'imposer à tous, etc. On a beaucoup relevé, et je pense que c'est exact, je pense la même chose, qu'il n'avait pas été forcément tout à fait rassembleur dans cette affaire, et que la France est quand même très divisée. Il y a une vraie fracture sociétale aujourd'hui. Donc tout ça est à manier avec beaucoup de précautions quand même. Avec une jeune génération dont on pouvait penser qu'elle adhérerait au mariage gay, et qui, à droite, s'est levée dans toute cette manifestation. Et ce qui a été très frappant, c'était de voir que c'était vraiment beaucoup de jeunes qui défilaient. Ça, c'est ce que vous retenez de ces mouvements ? Naturellement, parce que c'est ce qui est évident, et c'est ce que vous avez également souligné. Il y avait beaucoup de presse étrangère, on a vu, ça fait réagir Hervé, Montpellier était envahi de journalistes, c'est un clin d'œil à ce qu'avait dit Christine Boutan, qui avait dit on est envahi de gays. Des médias en ce moment. Beaucoup de journalistes de la presse étrangère, de la presse européenne, et finalement ne comprenaient pas bien, les oppositions qu'il y a eu en France, terre des droits de l'homme, au mariage pour tous. Mais ce n'est pas une histoire de droits de l'homme, c'est absolument pas une affaire de droits de l'homme, c'est un problème fondamental de société et de civilisation, la manière dont on voit la société. Et c'est pour ça que vous avez eu ces mois de manifestations. Si ça n'avait été que les défenses des droits de l'homme, vous n'auriez jamais eu ça. Ou plutôt, on peut l'interpréter comme une défense des droits de l'homme, des enfants, de la filiation, etc. Donc, ceci peut s'interpréter dans tous les sens. Carole Bargeon. Oui, c'est beaucoup les journalistes anglo-saxons, parce qu'ils ont une conception, c'est vrai, ils sont libéraux, mais pas seulement sur le plan économique. Aussi, la liberté d'expression en Angleterre, c'est quelque chose d'extrêmement important, au point qu'on savait très bien qu'à Hyde Park, il y a encore quelques années, avant que Tony Blair n'y mette un peu son nez, il y avait des prêches qui appelaient au djihad, à la guerre sainte, etc., parce que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et donc, de la même manière, ils ne comprennent pas qu'en France, on puisse interdire le voile ou la burqa, parce que, on doit pouvoir vivre ses opinions. Donc, je pense que c'est beaucoup à cause de leur culture qui s'étonnent de ça, en oubliant qu'il y a tout de même que la France est un pays qui a des racines chrétiennes très fortes et notamment catholiques. Donc, c'est pas tout à fait anormal qu'en France, il y ait eu... il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord. Après ça, on peut discuter de la forme qu'a pris le mouvement, mais non, oui, je suis un peu étonnée de leur étonnement. François Hollande, maintenant que cette réforme sociétale est votée, se consacre entièrement à l'emploi. Jean-Louis, il était en visite à Rodez, dans l'Aveyron. Il a visité une usine Bosch où la méthode allemande a fait ses preuves. Demain, avec Angela Merkel, il va faire une conférence commune sur le thème de la croissance de l'emploi. Ça y est, le couple allemand est à nouveau sur le devant de la scène. Jean-Louis, ça c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à la prochaine scène de ménage. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le couple franco-allemand sur une très longue période ne pas avoir de problème. Et le prochain problème, vous allez le voir, c'est tout le problème de la relation commerciale avec la Chine, notamment le débat sur les panneaux solaires, où la France était au départ en pointe pour, disons, contrer l'offensive commerciale chinoise, et les Allemands mettent visiblement le holà. Par ailleurs, il faudrait, pour que le couple n'ait pas de scène de ménage prochaine, que l'ensemble des dispositions prévues, demandées par la Commission européenne aujourd'hui et qui sera
validé le 27 juin prochain par les 27. Bruxelles accroît sa pression sur la France, on Voilà, l'a vu Bruxelles dans ce journal. sur la France, c'est qu'elle ne veut pas se payer de mots, c'est-à-dire oui, d'accord, mais comment vous allez réduire vos déficits? Et là aussi, je pense qu'il peut y avoir d'autres clashs si jamais la France ne remplissait pas les objectifs qu'elle a elle-même fixés d'ailleurs avec la Commission européenne. Alors, ce qui est nouveau, je crois, dans la journée d'aujourd'hui, c'est que les préconisations de Bruxelles sur cette réduction de déficit budgétaire. Jusqu'à présent, la Commission européenne donnait des objectifs. C'est-à-dire il faut faire 3%, application des traités, il faut faire moins de 3%, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Mais là le nouveau, et c'est inscrit dans le traité européen, ce qu'on appelle d'ailleurs le semestre européen, la Commission réaffirme les objectifs et donne la méthode pour atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça que la phrase d'aujourd'hui de M. Hollande est un peu surprenante. On n'a pas à nous dicter. Nous n'avons pas à nous dicter. Alors le mot dicter est évidemment très fort. Nous allons faire à notre façon. En réalité, c'est plus compliqué que ça depuis la signature du nouveau traité budgétaire, car la Commission a ce pouvoir, non pas de dicter, mais de préciser les modalités pour atteindre les objectifs fixés. Je reviens à cette nouvelle proximité affichée avec l'Allemagne. Carole Barjon, il est socialiste ou social-démocrate? François Hollande, il a cessé de nous le dire lors de sa conférence de presse qu'il était socialiste. Tout en vantant Gerhard Schröder quelques jours plus tard, aux 150 ans du SPD. Justement, on a quand même l'impression, même s'il a réagi très vivement, c'est vrai, ce qui peut ressembler quand même à des injonctions quand même de la Commission de Bruxelles là, cet après-midi. Alors, je peux interrompre une seconde. C'est pour tous les pays, c'est-à-dire que tous les pays ont ce même type d'injonction. Certes, mais bon, ça va parfois plus loin même selon la situation des pays. Certes, mais enfin, bon, on peut comprendre que le président de la République française, réagisse à des injonctions vraiment très précises. C'était. Alors sur la proximité affichée avec l'Allemagne, change de pied. Oui, mais moi je crois que Hollande, depuis le début, et surtout peut-être encore plus depuis quelques mois, et peut-être même encore plus depuis qu'il est parvenu à son objectif sur cette loi dont nous venons de parler, sur le mariage pour tous. Il a donné des gages avec cette loi à sa gauche, à sa majorité de gauche. Et maintenant peut-être on va voir apparaître quelqu'un qui va faire une politique plus rigoureuse que réclame la droite, que réclame. Il a besoin de donner des gages au centre aussi pour faire adopter certaines réformes constitutionnelles, notamment. Il a besoin de donner des gages au centre aussi pour faire adopter peut-être certaines réformes constitutionnelles. Moi, je pense que peut-être maintenant, on va le voir s'engager sur des choses moins drôles pour les Français, beaucoup essentielles comme la réduction des déficits, ce qui va passer, on le sait très bien, par des choses très dures. S'il y a une nouvelle réforme des retraites, la diminution des allocations familiales, et donc probablement une politique plus social-démocrate que socialiste. François Dorfsival, il est dans une phase offensive et pourtant il remonte bien d'un point dans les sondages. Sa cote de popularité remonte. C'est-à-dire que le nombre des mécontents a baissé à 71%. Oui, en fait, il ne varie pas de ligne, bien qu'on dise qu'il est dans le flou parce qu'il ne le dit pas. Il reste dans une ambiguïté, mais la ligne est identique. En fait, elle n'a pas varié depuis le mois de juin de l'année dernière, lorsqu'il avait déjà vu Angela Merkel et qu'il était revenu après avoir dit « oui, nous allons adopter le pacte budgétaire européen ». Dès lors qu'il a fait voter ce pacte, ce qu'on appelait autrefois la règle d'or, eh bien celle-ci lui dictait son comportement. En plus, il a obtenu de la Commission de Bruxelles que celle-ci reporte d'une année la diminution du déficit. Et maintenant, on voit que c'est 2 ans. La diminution du déficit. Et à partir de là, on sait très très bien que socialiste ici, il est social-démocrate de l'autre côté de la frontière. Parce que tout simplement, il n'en a pas le choix et que les Allemands, tous les jours, lui diront « nous sommes solidaires dans la même Europe dès lors que vous ferez les réformes nécessaires pour que vous puissiez obtenir le résultat qui est attendu ». Et il ne pourra pas sortir de là. Donc, mais le double langage, probablement,
continuera. Oui, parce qu'il rend hommage à Gerhard Schröder, mais il ne nous annonce pas qu'il va supprimer les 35 heures ou réduire les salaires, enfin tout ce qu'avait fait On a beaucoup parlé Gerhard de Schröder, François qui étaient des Hollande mesures très, ce très soir. dures. Oui. On a beaucoup parlé de François Hollande ce soir. On va parler maintenant de l'UMP avec la primaire à Paris qui fait un peu un flop. 17 500 inscrits. C'est pas forcément une bonne opération pour NKM. Est-ce que c'était un péché d'orgueil pour la députée de l'Essonne d'avoir voulu à tout prix, François Dorcival, organiser cette primaire? Écoutez, dès lors qu'il y a primaire, il y a nécessairement compétition entre candidats. Donc ça, on le sait depuis le début. Ensuite, effectivement, l'idée générale, c'était attirer à la primaire suffisamment d'électeurs, si vous voulez, pour que cela suscite une bonne campagne et que cette bonne campagne soit un tremplin pour la véritable campagne qui sera celle de Paris. Et alors, on découvre qu'effectivement, quand il y a 4 ou 5 candidats, maintenant il n'en reste plus que 4, je crois, eh bien, il y a des batailles entre eux. Ce n'est pas une découverte. Dès lors qu'on fait une primaire, c'est une compétition. Il se trouve que, malheureusement pour cette primaire, cela n'attire pas les électeurs que l'on souhaitait mobiliser. En un mot, Carole Barjon, je m'adresse cette fois-ci à l'auteur du coup monté. Pierre-Yves Bournazel, un des candidats à la primaire, craint bien des fraudes. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est le sujet, franchement. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. Non, le sujet, c'est un peu ce qu'a dit François, c'est-à-dire que Nathalie Kosciusko-Morizet aurait souhaité que ça légitime, cette primaire légitime encore plus sa candidature, que ça crée une vraie dynamique. Et le vrai problème qu'elle rencontre, elle a été un petit peu aidée par la droite forte qui... Voilà, qui... Non, la droite forte. La droite forte, la droite Guillaume forte, Pelletier. Guillaume Pelletier. Qui, il y a 10 jours, ou la semaine dernière, a souhaité quand même qu'elle ne soit pas élue, donc ça a fait du buzz, et d'une certaine façon, ça fait un peu de publicité à cette primaire. Donc finalement, tout le monde se fichait un peu. Pourquoi ? Parce que... Au fond... Eh bien, on aura le résultat le 3 juin. Merci à tous les 4. Comme toutes les semaines, c'est la revue des hebdos. Et puis, on va commencer par l'Express qui fête cette semaine ses 60 ans. Double numéro spécial avec un dossier consacré au bouleversement des 6 dernières décennies et une enquête sur les 6 prochaines. Également à la une, le grand retour de l'Amérique entre boom énergétique et politique volontariste. Barack Obama entrevoit la sortie de crise. Le point titre sur ces autres médecines qui marchent, acupuncture, ostéopathie ou encore méditation, des thérapies complémentaires qui ont désormais droit de cité dans les hôpitaux. Le Nouvel Obs enquête sur la cigarette électronique, un dossier pleinement d'actualité puisque le rapport rendu par le professeur Dotzenberg qui hier a préconisé un encadrement strict de la e-cigarette. Et enfin, valeurs actuelles, titre sur la France de Zemmour, les secrets d'un phénomène, ceux qui aiment et ceux qui détestent le polémiste. Et pour conclure ce journal, la page cinéma du 22h, Simon Barbary vous présente Le Jolimet. Tourné en 62, ce documentaire ressort dans les salles cette semaine en version restaurée. C'est un portrait d'une France en mutation au lendemain de la guerre d'Algérie, basé sur des témoignages de Parisiens anonymes. La voix off de ce documentaire, en revanche, vous la connaissez. Il s'agit de celle d'Yves Montand. On regarde. Demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux. On a un peu tendance à oublier que le dernier des prolétaires d'un pays colonisateur a toujours un sous-prolétaire, celui du pays colonisé, et que cette réalité survit à la colonisation. Ma grand-mère m'avait toujours dit « méfie-toi des Français ». C'était il y a 50 ans. Les réalisateurs Chris Marker et Pierre Lhomme arpentent le pavé de la capitale, caméra à la main, à la rencontre des Parisiens. Nous sommes en 1962. La France connaît son premier printemps de paix après 8 ans de conflit algérien. Et vous allez le voir, malgré ce contexte très politique, la plupart des Français ont des préoccupations bien plus terre à terre. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis heureux? Quand j'ai vendu un costume. Ah. Quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là, ça va. Moi, ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre. C'est ça. Et que les gosses soient en bonne santé, ça je touche du bois. Parce que quand les gosses sont en bonne santé, on ne sait même pas qu'on a la santé. Alors là, je me fais pas attention. Ce qui compte d'une seule chose, c'est le pognon dans la caisse.
La diversité, la spontanéité et la sincérité des intervenants de ce documentaire composent un magnifique portrait politique, social et culturel de cette France en mutation. De la femme au foyer à l'agent de change en passant par l'étudiant africain, tous apportent leur contribution à ce document vérité. À une époque où les anonymes avaient peu la parole, c'est pourtant bien une certaine histoire de la France que l'on perçoit dans leurs témoignages lors de ce joli mois de mai. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Sonia Mabrouk. Bonne soirée à tous. Je demande de la manière la plus catégorique que quelque rançon que ce soit ait été versée. Cela est contraire à nos principes. Le temps passe, mais certains discours ne vieillissent pas et la fermeté d'un Charles Pasqua ici en 1987 à propos des otages au Liban évoque peut-être d'autres discours entendus plus récemment. Alors cette fermeté est-elle payante politiquement? La doctrine en matière d'otages a-t-elle vraiment évolué? Comme le dit le gouvernement, et quel impact ont aujourd'hui les prises d'otages hautement médiatisées? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur les politiques sous la pression des ravisseurs et de l'opinion publique. Avec nous 4 invités. Patricia Balm, présidente de PBCom International et spécialiste en communication de crise. Alors vous connaissez bien cette thématique des otages, puisque vous conseillez le président du Cameroun, dont on va beaucoup parler d'ailleurs dans cette émission. Louis Gauthier, spécialiste des questions de défense. Vous avez conseillé Lionel Jospin quand il était à Matignon et vous présidez aujourd'hui l'Observatoire des relations internationales de la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion, pour analyser la gestion de l'opinion publique par le pouvoir lors de ces prises d'otages. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour commenter les discours parfois très alambiqués que nous servent les politiques sur ces questions ô combien délicates et sensibles. Exemple avec François Hollande lors de sa dernière grande conférence de presse. À cette occasion, on a découvert un mot pour définir la nature de ses relations avec les ravisseurs des otages au Sahel. Écoutez. Sur les otages, la France n'a pas versé la moindre rançon. Et le président Biya, et je lui ai exprimé ma gratitude, a été particulièrement utile pour favoriser le contact avec les ravisseurs et obtenir la libération de nos compatriotes. Nous avons, sur les otages, non pas reformulé une doctrine, ça a été toujours la position de la France, mais nous avons veillé à avoir des contacts qui nous paraissent sérieux. Nous avons de nouveau signifié que nous étions prêts à engager tout contact avec tous ceux qui pourraient nous permettre de dire aux ravisseurs qu'il est plus que temps de libérer les personnes dont j'ai évoqué la gravité de la situation. Voilà, des contacts qui pourraient nous permettre de dire aux ravisseurs qu'il est plus que temps de libérer les otages. Alors, si ça suffit de le dire comme ça, c'est encourageant, mais comme on se doute que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, on se dit que ce mot « contact », qu'il répète plusieurs fois, a peut-être un sens qui nous échappe. Qu'en pensez-vous, Denis Bertrand ? Je pense que le discours sur la prise d'otage est un discours extraordinairement contraint. C'est-à-dire que les mots pèsent chaque fois. Chaque mot est presque un objet diplomatique, et un objet chargé de sens. Et d'une certaine façon, les passages obligés par les mots, que ce soit contact, que ce soit doctrine, que ce soit principe, que ce soit rançon, c'est une sorte de champ lexical, peut-dire qui est très particulier. Rançon, c'est toujours pour dire qu'il n'y en a pas eu, alors que là, contact... Alors contact est intéressant parce que c'est un terme minimaliste. C'est un terme minimaliste pour ne pas parler de ce qu'il y a dessous.
à un contact. Un contact, c'est simplement un toucher de la peau. Et il n'y a pas d'interaction dans le contact. Or, sous le contact, et en employant le mot contact, on laisse entendre relations, négociations, etc. En fait, des développements beaucoup plus chargés de sens que ce simple mot. Donc il y a une espèce de pudeur, je dirais, diplomatique dans l'emploi du mot contact. Alors oui, Patricia Balm, vous l'entendez comment, vous, ce mot contact? Puisqu'on voit d'ailleurs aussi qu'il cite le président du Cameroun, qui est remercié comme étant quelqu'un qui a favorisé le contact, justement. Alors, il est vrai que François Hollande a remercié à plusieurs reprises le président du Cameroun. Bon, là, il a eu un mot un peu en deçà. Il a dit le président Biya a été très utile. C'est au-delà de l'utilité. Je veux dire, c'est grâce au président de la République du Cameroun que les otages français, que la famille Moulin-Fournier est rentrée en France. Maintenant, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, il y a des choses derrière le mot contact. Mais il y a surtout les hommes de l'ombre. Ce sont les émissaires, le contact, c'est les hommes, d'accord. Bien sûr, qui établissent les contacts par leur réseau avec les ravisseurs, les preneurs d'otages. D'accord, donc les contacts, en fait, ce sont les émissaires, les hommes de l'ombre. Les personnes Absolument. dont on ne sait d'ailleurs comment elles établissent ce contact et sur quelle base d'ailleurs, puisqu'il dit on n'a pas reformulé une doctrine en matière d'otages, mais on a veillé à avoir des contacts qui nous paraissent sérieux, et ça fait quand même très langue de bois, non, comme discours, enfin l'un et l'autre. Je pense que d'abord c'est difficile, comme le disait à l'instant Denis Bertrand. On parle en plus de ça dans un contexte où nous avons des otages en captivité. Oui, il en reste. Il en reste. Et le discours sur les otages, il est difficile parce qu'on s'adresse à la fois à l'opinion, on pense nécessairement aux familles, ceux qui souffrent de cet enlèvement, et évidemment, quelque part aussi aux ravisseurs. Alors dans cette séquence, peut-être un peu compliquée, en tout cas dans l'énonciation, moi je retiens de contact la notion de contact sérieux, et qui renvoie peut-être à un arrière-plan de négociation qui aurait existé avant, avec des que contacts pas sérieux. François Hollande ne soit président, qu'il aurait été moins. Le second, c'est il recadre la doctrine. Il ne dit pas il n'y a pas eu de changement de doctrine, et il est précis sur ce point. Il veut dire il y a une continuité de la doctrine française, mais peut-être qu'auparavant, elle n'avait pas été aussi explicitement affirmée et assumée que moi-même, comme François Hollande a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, pour clarifier la position de la France à l'égard de la gestion de ses otages, en se mettant d'ailleurs dans une position de solidarité avec ce que font les Américains et les Britanniques dans ce domaine. On ne négocie pas de rançon. On a négocié, on reviendra sur cet aspect. En tout cas, sur cette intervention, voilà ce qu'elle me suggère. D'accord, ce qu'elle vous évoque, et c'est vrai qu'il a réaffirmé d'ailleurs cette position après l'intervention au Mali, d'autant plus fermement après l'intervention au Mali. Alors, on disait effectivement qu'il y a plusieurs, on va dire, récepteurs de ces discours, les fameux, entre guillemets, contacts, et puis aussi l'opinion publique. Alors, qu'est-ce qui peut comprendre l'opinion publique de ces discours assez complexes, pour ne pas dire parfois volontairement flous? La première chose pour appuyer ce qui vient d'être dit, moi j'étais frappé en écoutant le président de la République par la lenteur du débit. On voit à quel point il fait attention aux termes qu'il utilise comme jamais. Alors, du coup, il répète tout le temps le même mot. Justement parce qu'il y a il y a plusieurs récepteurs possibles et pertinents pour son message. Je pense très sincèrement que l'opinion n'y comprend pas grand-chose, et elle comprend surtout qu'on ne s'adresse pas totalement à elle et qu'on ne souhaite pas qu'elle comprenne énormément. Je pense qu'un Français moyen apprendra plus de choses en lisant le dernier SAS de Gérard de Villiers sur ces questions-là qu'en écoutant le président de la République. Donc on a là quelque chose de codé, mais ça va pas trop mal quand même, parce que l'opinion, d'après ce qu'on croit savoir, accepte ce jeu totalement biaisé. Elle accepte totalement le fait qu'on ne lui en dise pas trop. D'accord, donc aujourd'hui on dit que tout le monde veut de la transparence dans tous les domaines, sauf en matière d'otages, où là, finalement, on comprend que il y a une nécessité d'une certaine... Il y a une forme d'acceptation populaire de l'autocensure. Voilà, donc tout le monde se contente de ces mots évasifs. Alors, vous avez évoqué la question de la doctrine. Alors, c'est vrai qu'il y a une apparente contradiction dans cette conférence de presse, puisqu'il commence par dire on n'a pas reformulé une doctrine, et puis après, il va nuancer en se démarquant nettement de ses prédécesseurs. Je parle de François Hollande, bien sûr, écoutez-le. La position de la France, c'est, sans mettre en cause le moindre de ses principes, chercher toujours à libérer nos compatriotes sans que le terrorisme puisse en être renforcé. Parce que ça a été, hélas, le cas pendant des années, où les terroristes, ceux que nous avons combattus, ont pu faire commerce des otages.
Voilà, et là on comprend effectivement où est entre guillemets la rupture, et donc on pense bien sûr au gouvernement précédent, des gouvernements cités d'ailleurs explicitement par l'ex-ambassadrice des États-Unis au Mali. Écoutez. About 2 years ago, the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb took hostages, French hostages, at the Yellow Cake uranium mine in northern Niger. And France paid ransom for the release of these hostages. The alleged amount is 17 million. Of course, France didn't walk over to the Salafas and say, here's your $17 million. The ransom, like all other ransoms paid, were paid indirectly, ended up in the hands of the Malian government, and then were turned over, at least part of it, to the Salafas. Voilà, donc là, les choses sont dites très très clairement, hein, pour le coup. On en apprend beaucoup aussi, Jérôme Sainte-Marie, et très explicitement. Alors, qu'en disent aujourd'hui les dirigeants de l'époque? Je vous propose d'écouter Alain Juppé et Claude Guéant sur cette question des rançons. Contrairement à ce qui a été répété depuis quelque temps, il n'y a pas eu véritablement de changement dans la façon dont la France gère ces dossiers. Nous avons toujours dit que l'État français ne payait pas de rançon. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut s'interdire de négocier, de trouver des canaux de négociation pour obtenir la libération de nos otages? Je ne le crois pas. Il faut continuer à négocier, à trouver des moyens de les faire libérer. Je n'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit, à savoir que l'État français n'a jamais payé quoi que ce soit. Mais elle a pu demander à des amis d'intervenir. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, alors la doctrine n'a pas changé véritablement. Nous avons toujours dit que l'État ne payait pas de rançon. Bon, ça c'est pour Alain Juppé. Alors on parlait aussi de François Hollande et on l'a vu au début du petit montage. François Hollande, il dit aussi parfois des choses un petit peu contradictoires puisqu'il dit pas de changement de doctrine, mais en même temps ça a changé. Alors pourquoi Louis Gauthier, selon vous, est-il aussi complexe, même sur ce point où, a priori, on pourrait dire on peut être simple? Parce que malheureusement, notre pays a été très largement victime des prises d'otages dans des contextes, on les verra, du Liban, dans des contextes de l'Irak, de l'Afghanistan et aujourd'hui de cette zone d'Afrique, Mali, Niger, Nigeria. Dans les conflits africains, c'est vrai que le versement de rançon par un certain nombre de pays ou indirectement qui avaient des otages a quand même contribué à augmenter les moyens de ces mouvements. Voilà. Et donc vous avez eu une position très stricte, c'est ce qu'évoque l'intervenante américaine, notamment des Américains, en disant attention, le versement de ces rançons ne fait qu'alimenter un trésor de guerre de mouvements qui s'en servent après contre vous. Donc vous, voilà, quitte à épingler publiquement le gouvernement français. Vous alimentez un système, vous encouragez. Donc je pense que c'est bien d'entendre quelquefois les leçons qui nous sont données. C'est bien aussi de savoir que dans ces affaires-là où la vie d'individus sont en jeu, les États, les responsables politiques essayent de trouver les solutions les plus adéquates possibles pour d'une part ne pas compromettre la survie des otages et ensuite obtenir leur libération. Et enfin, c'est vrai que la clarification est bienvenue dans cette question de prise d'otages Mali, Niger, Nigeria pour dire la position de la France est désormais clarifiée de ce point de vue et il n'y aura pas de tentative d'instrumentalisation, de gestion crapuleuse, en plus de ça, de ce marché des otages dans cette zone. D'accord, donc ça c'est la clarification faite par François Hollande, hein. Sachant que ceux d'avant, on va dire, Claude Guéant et Alain Juppé, eux, on a l'impression, restent, alors pour le coup, volontairement flous. Hein. Denis Bertrand, je ne sais pas comment vous analysez leur réponse, on a l'impression presque qu'ils veulent montrer qu'ils cherchent à rester flou. On a l'impression qu'il y a une véritable intention dans leur discours, parce que quand un politique veut être catégorique, il sait l'être. J'ai l'impression qu'il y a deux discours possibles sur la question. Il y a d'un côté le discours de type François Hollande, qui est assez labyrinthique. L'autre polarité, c'est le discours, le discours extrêmement limité, de type Alain Juppé ou de type Claude Guéant, qui est une simple formule. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, quoi. Mais on a l'impression qu'entre ces deux polarités, on la voit toujours se manifester, cette double polarité. Ou bien on assume une complexité, ou bien on renvoie par une simplicité formulaire, quoi. Alors vous disiez que, je vais vous faire réagir l'un à l'autre, parce que vous disiez qu'effectivement l'opinion se contentait de ce flou qu'évoque Denis Bertrand, et c'est vrai que ça a un peu toujours été le cas. Alors on a été voir comment Alain Juppé parlait de ses libérations au moment où il était en responsabilité. On a trouvé un extrait, je vous propose de l'écouter. C'est en novembre 2011, suite à la libération de 3 otages humanitaires enlevés au Yémen. Nous essayons de discuter avec tous ceux qui sont ouverts à la discussion. Et là, je dois saluer, comme ceci vient d'être fait par Pierre Perrault à l'instant, le rôle décisif qui a été joué par les autorités omanaises, et notamment le sultan d'Oman,
puisqu'ils sont passés du Yémen à Mascate. Ils sont donc en ce moment dans l'avion et je confirme l'heure de 20h50 qui a été donnée. En vous quittant, je me rendrai moi-même à Villacoublay. Alors, vous l'avez entendu, notre reportage, certaines sources yéménites affirment que le sultanat d'Oman aurait versé une rançon au nom de la France. Est-ce que vous confirmez ? La France a pour principe de ne pas payer de rançon et je ne ferai pas d'autres commentaires sur ce sujet pour des raisons d'État, bien sûr. Mais si la France avait versé une rançon, vous le diriez ce soir aux Français ? Je n'ai pas d'autre chose à ajouter que ce que je vous ai dit sur ce point. Voilà, et là on sent bien effectivement que voilà, il insiste bien sur le fait qu'il ne va pas répondre à la question. Oui, il y a deux styles effectivement qui s'affrontent, enfin qui contrastent plus précisément. Il y en a un, celui d'Alain Juppé, qui assume, et c'est bien son personnage d'ailleurs, une forme de raison d'État. Et il y a un discours qui est plus ambigu, c'est celui du François Hollande, qui envoie aussi des menaces plus ou moins explicites vers les preneurs d'otages. On sent qu'ils vont être châtiés, etc. Et au fond, c'est peut-être les pas... menaces, c'est quoi? C'est quand il dit on renforcera pas le terrorisme. À la fin, je n'ai plus le terme exactement en tête, mais il y a cela. Il y a le fond et la forme. Voilà, il y a cela, mais il faut bien voir. Il y a aussi l'intervention au Mali. Et ça, c'est un peu ambigu parce que, si vous voulez, l'opinion française comprend bien qu'on doit essayer de terroriser les terroristes, comme disait Jean Pasqua, mais qu'en même temps, les gens comprennent bien que les choses sont beaucoup plus complexes. D'accord, donc un peu de, entre guillemets, doctrine, pour employer un mot à la mode, visiblement, Patricia Balme. Il y a le fond et la forme. Le discours, il ne peut pas être autrement. Sur le fond. Sur le fond, mais bien entendu. Et donc ça, on l'a expliqué. Alors, sur la forme.